La terrible histoire de mon grand-père Carlos. Mon grand-père du côté paternel a partagé une histoire avec moi qui a marqué mon enfance. Quand j'étais petit, il m'a raconté une histoire que j'ai essayé de ne plus mentionner. L'expression de douleur intense sur son visage lorsqu'il me l'a racontée pour la première fois m'a rempli de frissons. C'est pourquoi j'ai toujours évité le sujet, mais je vais la partager avec toi car elle était très troublante. J'ai besoin de la partager avec quelqu'un pour m'en débarrasser. Mon grand-père Carlos a grandi dans les années 50 dans le sud. Il vit encore dans la même vieille maison où il a grandi, une petite maison de banlieue. Mais autrefois, ce n'étaient pas des banlieues laides, c'était principalement des forêts profondes et quelques chemins de terre mal faits qui menaient à une ville lointaine. Il y avait un repère particulier créé par l'homme près duquel il vivait et où lui et son meilleur ami, Alexander, se retrouvaient toujours pour jouer à leur jeu préféré. Ils faisaient de l'équilibre sur les rails pour voir qui avait les meilleures compétences, jouaient à cache-cache dans les bois environnants et lançaient des pierres aux arbres depuis les voies pour voir qui avait la meilleure précision. Pendant environ 1 an qu'ils jouaient toujours là, ils n'avaient jamais vu ni entendu passer un train sur ces voies presque abandonnées. Ils supposaient que les rails étaient hors service ou inutilisés. Même leur famille le pensait. Mais ce que leur famille ne savait pas, c'était qu'ils jouaient sans peur sur ces rails. Un jour, mon grand-père et Alexander s'équilibraient sur une partie de la voie qui se divisait en deux, un aiguillage de chemin de fer, je crois. Le jour où l'oncle de mon grand-père sortit soudainement de la forêt et les surprit en train de jouer là. Ce n'était pas vraiment étrange, car l'oncle de mon grand-père chassait tout le temps et c'était une source principale de nourriture pour eux avant que la région ne soit plus développée. Quand il vit les 2 garçons jouer sur les rails, il courut immédiatement vers eux en criant de descendre parce que c'était dangereux. Quand il arriva, les 2 garçons, qui étaient maintenant maladroitement debout à côté des rails, reçurent une réprimande qu'ils se souviendraient pour le reste de leur vie. L'oncle leur expliqua que les voies étaient naturellement pour les trains et que l'aiguillage sur lequel ils jouaient était dangereux. Il dit que si l'aiguillage s'activait et que leurs pieds se retrouvaient coincés entre les rails, il n'y aurait aucune chance de s'en sortir. Il les regarda tous les 2 dans les yeux, un à la fois, et leur demanda s'ils voulaient vraiment perdre une jambe. Les garçons s'excusèrent, tête basse, en disant que non, bien sûr qu'ils ne voulaient pas être amputés pour le reste de leur vie. Après cela, l'oncle les ramena tous les 2 à la maison de mon grand-père dans un silence gêné. Mais souvenez-vous, les enfants restent des enfants et faire ce qu'on leur dit est souvent rare chez certains enfants normaux. Mon grand-père ne se souciait pas vraiment de ce que son oncle avait à dire, ni ne pensait que cela pourrait lui arriver. Il n'avait pas peur de se blesser, mais ce qu'il n'aimait pas, c'était d'être réprimandé. Cela le rendait très honteux, et c'était la seule raison pour laquelle il ne retourna pas sur les rails pendant longtemps. Alexander, en revanche, continua d'y aller. Alexander avait une éducation vraiment difficile. Lui et la famille de mon grand-père étaient très pauvres, mais la famille d'Alexander l'était encore plus. Mon grand-père a toujours su que le père d'Alexander était abusif et que sa mère aimait boire. Bref, une famille compliquée et une éducation pleine de trous. C'est peut-être pour cela qu'Alexander continuait de revenir sur les rails du train après l'avertissement de l'oncle de mon grand-père, car c'était un endroit où il savait qu'il pouvait s'échapper. Un endroit où son père ne le frapperait pas et où sa mère ne lui dirait pas constamment qu'elle souhaitait qu'il ne soit jamais né. Cela explique peut-être l'une des phrases préférées de mon grand-père quand il regarde des émissions de télé-réalité. Certaines personnes ne devraient tout simplement pas être parents. Elles ne peuvent pas s'occuper d'elles-mêmes et vont élever des enfants qui ont besoin d'attention et d'affection, disait-il. Et après avoir entendu cette histoire, cela fait sens. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que mon grand-père vit Alexander, ce fut à l'école et il avait la lèvre fendue, les yeux noirs et bleus. Mon grand-père était très en colère, mais que pouvait-il faire en étant seulement un enfant? Il ne pouvait pas simplement aller chez Alexander et dire à ses parents ce qu'il pensait d'eux, cela n'aurait eu aucun effet. Mais mon grand-père était étonné que la maîtresse ne fasse jamais rien. Elle aurait pu appeler la police, même si c'était une petite ville avec seulement une poignée d'agents. Quelqu'un aurait sûrement pu faire quelque chose, au moins s'inquiéter. Mais ils ne l'ont jamais fait et, jusqu'à ce jour, mon grand-père ne sait toujours pas pourquoi. Quand Alexander a commencé à ne plus venir à l'école, mon grand-père savait exactement qui blâmer, les 2 personnes qui avaient donné naissance au pauvre garçon. Après des semaines sans voir son ami, mon grand-père en eut assez.
Alexander était la seule autre personne au monde avec qui il pouvait parler, quelqu'un de son âge, son seul autre ami depuis des années. Il ne s'entendait pas bien avec ses autres camarades de classe, c'est pourquoi affronter les parents d'Alexander devenait de plus en plus une bonne idée pour lui. Un jour, après l'école, il n'en pouvait plus et marcha 4 kilomètres jusqu'à la maison d'Alexander. Il avait déjà fait cela avant, donc ce n'était pas un problème pour lui à l'époque. Plus il s'approchait, plus il avait peur, mais les pensées dans sa tête le poussaient à avancer. Bientôt, il frappa à la porte, balbutiant des mots. La porte s'ouvrit paresseusement de l'intérieur. Avalant sa salive avec difficulté, mon grand-père ouvrit la porte avec hésitation. Le père d'Alexander était là, affalé dans un fauteuil inclinable, tout délabré et réclinant en permanence. L'homme ne le regarda même pas en entrant. La mère d'Alexander était effondrée et évanouie sur le canapé qui était couvert de trous. Mon grand-père exigea de savoir où était Alexander, pourquoi il n'était pas allé à l'école depuis si longtemps. Le père tourna la tête, le regarda sans rien dire et, se retournant vers mon grand-père, dit « Qui s'en soucie ?» Puis tourna de nouveau la tête pour continuer à regarder la télévision. Mon grand-père était stupéfait. Il ne savait pas où était leur fils, et si c'était le cas, il ne s'en souciait même pas. Quel genre de personnes étaient-ils ? À 8 ans, il comprenait que faire des enfants était une responsabilité importante qui devait être assumée et non négligée. Il s'efforça toujours de bien élever ses enfants et quand ceux-ci sont devenus parents à leur tour, il s'est assuré de leur rappeler qu'il était important de prendre soin d'eux, car on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on laisse un enfant curieux se débrouiller seul. Aujourd'hui, je comprends pourquoi il disait cela. Revenons à l'histoire. Mon grand-père entra discrètement dans la chambre d'Alexander et regarda par la fenêtre, mais il n'y avait aucun signe de lui. Alors, mon grand-père courut vers le dernier endroit où il pouvait penser, le chemin de fer. Il arriva au rail, mais ne le vit toujours pas. Il commença à marcher le long des rails, attentif à son meilleur ami qui pourrait être n'importe où. Bientôt, il vit quelque chose au loin qu'il ne pouvait pas identifier, près de l'aiguillage. Le soleil commençait à se coucher à ce moment-là, mais s'il s'agissait d'un indice sur l'endroit où se trouvait son ami, mon grand-père continuerait à s'approcher de plus en plus de cet objet. Plus il s'approchait, plus son estomac se serrait. Avant de s'en rendre compte, il réalisa ce qu'il regardait. Une des chaussures de son meilleur ami, toujours attachée à l'une de ses jambes. Mon grand-père dit qu'il cria, pleura et courut tout le chemin jusqu'à la maison pour dire à ses parents ce qu'il avait trouvé, la jambe d'Alexander. Autant qu'ils le sachent, ils n'ont jamais trouvé le reste d'Alexander. Mon grand-père croit qu'Alexander continuait à fuir sa vie familiale en allant sur les rails du train, espérant que mon grand-père viendrait le rejoindre, mais il arriva trop tard. Un jour, sa jambe resta coincée entre les rails, et vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Les rails étaient en fait actifs, mais rarement utilisés. Si des enfants écoutent maintenant, faites attention. L'homme spectral sur les voies ferrées. Marcher sur les voies ferrées était une expérience qui transcendait le simple acte physique de se déplacer d'un endroit à un autre. Pour moi, cela signifiait entrer dans un univers de mystères et de dangers, où chaque pas résonnait avec l'avertissement ancestral de la prudence et de la vigilance. Les voies, comme les veines d'un ancien colosse de fer, portaient avec elles l'histoire de voyages innombrables, de rencontres et de séparations, mais aussi de tragédies et de dangers cachés dans la pénombre. Depuis mon enfance, les histoires que mes grands-parents me racontaient sur les trains et leurs mystères sont devenues une partie intrinsèque de mon être. Les nuits au coin du feu, avec le crépitement des flammes accompagnant leurs récits, se transformaient en un rituel sacré où le savoir ancestral se mêlait à la curiosité insatiable de l'inconnu. La flamme de ma fascination pour le mystère alimentait un désir insatiable d'explorer au-delà des limites du quotidien. C'est lors d'une de ces excursions solitaires sur les voies ferrées que j'ai découvert un trésor caché dans l'immense océan d'informations qu'est Internet. Un site web, une sorte de sanctuaire virtuel où les histoires surnaturelles et inexplicables prenaient vie sur l'écran de mon appareil. Là, entre les lignes de code et les pixels lumineux, j'ai trouvé un refuge pour mes propres expériences et un trésor de récits qui me reliait à un héritage ancestral de mystère et d'émerveillement. Chaque nuit, plongé dans la lumière tamisée de ma chambre, je m'immergeais dans ce monde numérique, me laissant emporter par les courants d'histoire qui traversaient le réseau. Des récits de rencontres avec des fantômes sur les voies ferrées,
De locomotives disparaissant dans le brouillard, de tunnels maudits et de stations abandonnées renfermant des secrets insondables. Chaque histoire était une lueur dans l'obscurité, une fenêtre sur le passé s'ouvrant sur un univers de possibilités infinies. Mais parmi toutes ces histoires, une en particulier brillait d'un éclat spécial, une narration transmise de génération en génération dans ma famille. C'était l'histoire de mon arrière-grand-père et de sa rencontre avec un être mystérieux sur les voies ferrées, une rencontre qui avait laissé une marque indélébile sur notre famille et notre mémoire collective. Mon arrière-grand-père, un homme de peu de mots mais de grand courage, avait vécu l'expérience la plus étrange de sa vie en ce lieu où le fer rencontrait le bois et la terre. Alors qu'il marchait sur les voies un jour comme les autres, une sensation d'inquiétude s'empara de lui, comme si quelque chose l'observait depuis l'ombre. Ce jour-là, il ressentit une étrange impression qu'une présence l'accompagnait. Une fois arrivé sur les voies, il commença à marcher quand il entendit des pas venant du chemin en montée. Le remblai était un terrain difficile à gravir, et il s'arrêta, écoutant attentivement. Le crissement se rapprochait du sommet des voies. Finalement, un homme apparut et s'arrêta au sommet. Mon arrière-grand-père décrivit cet homme comme très maigre, presque squelettique, avec un visage pâle et creusé, des yeux noirs et caves. Il le décrivit comme maladif, voire même pas humain. L'homme resta là, regardant mon arrière-grand-père pendant 1 minute, puis il parla avec une voix profonde et tremblante. « Si tu me suis jusqu'à la rivière, tu n'auras plus jamais à travailler. » Mon arrière-grand-père resta là un moment puis demanda « Qu'y a-t-il là-bas en bas ?» L'homme squelettique répéta simplement « Si tu me suis jusqu'à la rivière, tu n'auras plus jamais à travailler. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Un jour, tu auras besoin de ce temps. » Une figure spectrale enveloppée dans la brume de l'inconnu, sa présence était aussi palpable que le froid qui s'accrochait aux voies ferrées. Ses yeux, des puits profonds d'obscurité, semblaient contenir les secrets de l'univers lui-même. Le spectre parlait d'une voix tremblante, chargée de promesses et d'avertissements, offrant à mon arrière-grand-père une opportunité unique en échange d'un prix inconnu. Mais mon arrière-grand-père, fidèle à ses principes et à son instinct de survie, refusa l'offre du spectre, choisissant la sécurité de son foyer plutôt que la tentation de l'inconnu. Et ainsi, comme s'il n'avait jamais été là, le spectre disparut dans l'obscurité, laissant mon arrière-grand-père seul avec ses pensées et ses questions sans réponse. Que serait-il arrivé s'il avait accepté l'offre du spectre? Quel secret se cache dans les profondeurs de la rivière que le spectre avait promis de révéler? Les réponses à ces questions se sont perdues dans le vent, emportées par le courant de l'histoire et de l'imagination. Mais une chose était sûre. Cette expérience avait laissé une marque indélébile sur ma famille, une marque qui résonnait à travers les générations comme un rappel des dangers et des merveilles qui se cachent dans l'ombre. Ainsi, tandis que je continue mon propre voyage sur les voies ferrées et dans la vie, je porterai avec moi les leçons de mes ancêtres et les histoires qui ont façonné notre histoire familiale. Car dans un monde où l'impossible et l'extraordinaire s'entrelacent avec le quotidien et le banal, la seule constante est la force de l'esprit humain et le pouvoir de l'imagination pour transcender les limites du connu. Rien n'a jamais été trouvé dans la rivière que personne ne connaissait. Je demandais souvent à mon père ce que l'homme pouvait bien vouloir dire. Il plaisantait toujours en disant que peut-être une fortune nous attendait et que nous serions riches. Lorsque ma mère entendit l'histoire, elle dit que mon grand-père avait été intelligent de ne pas suivre l'homme. Il aurait pu marcher jusqu'à la rivière et y mourir. Elle disait « Tu ne travailleras pas si tu es mort ». Ce que l'homme voulait dire ce jour-là reste un mystère. Essayait-il de conduire mon grand-père vers une fortune ou de le tromper jusqu'à la mort? Cela reste un mystère insondable. L'incident macabre du triage de Darles, Illinois. Dans le vaste triage de Darles, Illinois, un événement terrifiant eut lieu en ce sombre octobre de 2006. En tant qu'employé de la respectée NRE, l'Agence nationale des équipements ferroviaires, j'occupais le poste de concierge de remplacement, m'occupant des tâches de nettoyage lorsque le concierge régulier n'était pas disponible. Tout au long de mes journées, j'avais été témoin d'une série d'événements étranges en nettoyant les divers recoins des terrains ferroviaires. J'avais trouvé des aiguilles de seringue, des préservatifs usagés et des canettes de bière jetées. Cependant, rien ne m'avait préparé à l'horreur que je devais affronter lors d'une journée qui marquerait ma vie à jamais. J'avais reçu l'ordre de nettoyer des locomotives inutilisées, des machines oubliées qui étaient à l'abandon depuis les années 80.
Ces reliques ferroviaires étaient destinées à être démantelées et vendues comme ferraille en raison de leur état irrémédiablement détérioré. Bien qu'on m'ait averti de la possibilité de trouver des sans-abri se réfugiant dans certaines de ces locomotives, je n'avais pas prêté attention à cet avertissement. J'avais déjà croisé de nombreuses personnes sans abri par le passé, et elles avaient tendance à s'éclipser au premier signe de présence humaine. Armé de mon seau de nettoyage, je me dirigeais vers le triage à bord du camion de l'entreprise, laissant par inadvertance les clés des cabines dans le bureau. Eh bien, ces reliques sont si anciennes qu'il est peu probable que les portes soient même fermées à clé, me dis-je en me réconfortant, tandis que je garais le véhicule et me dirigeais vers les locomotives inutilisées. En apparence, il n'y avait rien d'inhabituel à cet endroit, juste un ensemble de moteurs diesel qui avaient été connus de meilleurs jours. Cependant, le destin avait prévu une révélation qui allait bouleverser mon monde. Je gravis la rambarde latérale de l'une des locomotives et, en pénétrant dans la cabine, je fus confronté à une surprise glaçante. L'intérieur était étonnamment bien conservé, presque comme si le temps avait épargné cet espace. « Il y aura moins de travail de nettoyage ici », murmurai-je, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur une figure squelettique appuyée contre un mur. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une décoration macabre d'Halloween, mais je compris rapidement la réalité brutale. C'était le cadavre d'un homme. Je m'approchai avec précaution et remarquai que le squelette tenait un flacon de pilule dans ses mains osseuses, une piste inquiétante sur sa fin tragique. La date de prescription sur le flacon révélait que les pilules avaient été prescrites en octobre 1996. En un instant terrifiant, je compris que cet homme avait disparu pendant une décennie et que son corps gisait là, oublié, tandis que la vie suivait son cours, ignorant son absence. J'alertai rapidement les autorités par radio et en quelques minutes, un véhicule de police se gara devant la locomotive. Un agent de police, visiblement choqué par la découverte macabre, s'approcha et commença à enquêter sur la scène. Au cours de l'enquête, il fut découvert que cet homme, un vieil homme qui avait perdu sa femme et succombé à une overdose, était resté là, dans la solitude de la cabine, pendant une décennie, sans que personne ne remarque son absence ou ne s'inquiète de son sort. Cet événement tragique laissa une profonde empreinte en moi, transformant à jamais ma perception des trains et des lieux abandonnés. Depuis ce jour, chaque fois que je me trouve près d'une locomotive inutilisée, je ne peux m'empêcher de me souvenir de la figure squelettique et du silence perturbant qui régnait dans cette scène lugubre. Le verre du châssis du train, autrefois symbole de vie et de mouvement, évoque maintenant en moi un sentiment d'inquiétude et de mélancolie, me rappelant la fragilité de l'existence humaine et la permanence de toute chose. Il fallut des semaines avant que je puisse reprendre ma routine de travail avec une certaine normalité. Mais cette rencontre macabre laissa une marque indélébile dans mon esprit. Chaque fois que je suis face à une locomotive inutilisée, je ne peux m'empêcher de revivre ce moment glaçant où je suis tombé sur ce cadavre solitaire, oublié du monde. Je me demande souvent combien d'autres histoires sinistres restent cachées dans les recoins oubliés des triages, attendant d'être découvertes par les yeux intrépides de ceux qui osent s'aventurer dans l'obscurité. Le châssis vert du train, autrefois symbole de progrès et de mouvement, se dresse maintenant comme un témoin silencieux des secrets sombres qui reposent parmi les rails rouillés et les ombres du passé. Depuis ce jour, j'ai ressenti une attraction magnétique pour les trains abandonnés, comme si les histoires qu'ils renferment m'appelaient depuis les profondeurs de leur oubli. Dans chaque wagon vide, chaque recoin sombre, je perçois la présence de ceux qui ont autrefois parcouru ces mêmes chemins, dont les vies se sont entrelacées avec les fils du destin d'une manière que je ne comprends pas encore totalement. Chaque grincement des rails, chaque murmure du vent entre les wagons me chuchote des fragments d'histoires oubliées, m'invitant à déterrer les secrets enfouis dans la poussière du temps. Au fil des ans, j'ai exploré de nombreux triages en quête de réponses, toujours dans l'espoir de percer les mystères qui les entourent. J'ai découvert de vieilles lettres, des photographies usées par le temps et des objets oubliés qui semblent murmurer des histoires d'amour, de perte et de rédemption. Chaque nouvelle découverte me rapproche un peu plus de la compréhension de la véritable nature de ceux qui habitent les ombres des trains abandonnés. Et bien que je sache que ma quête ne finira jamais, je continue avec la certitude que chaque nouvelle découverte me rapproche un peu plus de la vérité que je désire connaître. Une rencontre terrifiante sur le pont de chemin de fer abandonné.
Un jour pendant l'été de 2014, mon meilleur ami avec sa petite amie de l'époque, ma petite amie de l'époque, et moi étions assis tranquillement chez moi, situé dans une communauté rurale du centre-sud de l'Illinois. Nous nous étions réunis pour discuter un peu et socialiser. Je connaissais mon ami depuis notre enfance et nous avions toujours passé de bons moments ensemble, expérimentant de nouvelles choses, explorant et relevant toutes sortes de défis. Mais ce jour-là, nous étions tous en train de chercher quelque chose à faire, mais nous étions très ennuyés. Nous avons partagé des idées comme aller au parc, sortir pour manger, aller au cinéma ou jouer au ballon, mais aucun de nous ne pouvait se mettre d'accord sur une seule activité. Puis, de nulle part, ma petite amie de l'époque a mentionné à voix basse l'idée de marcher jusqu'au vieux pont de chemin de fer abandonné, à 1 ou 2 miles de ma maison. J'avais déjà visité le pont à plusieurs reprises, généralement pour passer du temps avec mes amis ou pour avoir un moment tranquille seul. Mais il s'était écoulé beaucoup de temps depuis que j'avais parcouru cette distance pour jeter des pierres comme un enfant gâté du haut du pont dans le ruisseau en dessous, ou simplement pour boire de la bière assis dans le tunnel du pont. Finalement, nous avons tous décidé que ce ne serait pas une mauvaise idée après tout. La marche jusqu'au pont prendrait entre 20 et 30 minutes, passer un moment là-bas et marcher de retour nous donnerait certainement quelque chose à faire pendant la journée. En quittant ma maison, il était environ 5h30 de l'après-midi. Nous avons dû marcher le long de ma rue sur environ 100 mètres avant de tourner vers la cour d'un de mes voisins et de commencer à marcher sur le bord du champ de maïs qui mène aux voies ferrées. Il nous a fallu environ 15 minutes pour atteindre les voies en raison des plaintes excessives de nos amis et parce que, sincèrement, nous devions les porter pendant la marche. Nous avons parlé de la vie en général, des hauts et des bas qui la caractérisent et de la façon dont une seule expérience peut changer les expériences futures. Lorsque nous sommes enfin arrivés aux voies ferrées, il faisait de plus en plus sombre. Nous avons lentement descendu les voies vers le pont, discutant simplement de choses aléatoires. Environ 5 minutes après le début de notre marche, un train arrivait sur les voies. Nous avons tous marché sur le côté des voies, dans le fossé rocheux et escarpé, pour nous éloigner du train. Nous étions déjà entourés de forêts remplies d'arbres, il faisait sombre, et mon ami et moi commencions à être prudents en portant nos amis à travers le champ. Pendant que le train passait, il faisait retentir sa sirène, bloquant tous les autres bruits des véhicules en ville et les sons de la nature. J'ai regardé vers la forêt et c'est alors que je l'ai vu. Une étrange silhouette mince, ressemblant à un homme, debout à la lisière des arbres. Elle se trouvait à environ 100 mètres de l'endroit où nous étions tous en train d'attendre que le train passe. J'ai attiré l'attention du reste du groupe en pointant du doigt la silhouette et en criant « Regardez là-bas !» Nous avons tous regardé dans la direction de ce que nous avons décidé être un homme et nous avons commencé à nous demander ce qu'il faisait là dehors, pourquoi il se tenait là. 2 minutes passèrent et il se retourna et commença à se diriger vers la forêt. Puis la petite amie de mon ami lui cria dessus. Nous lui avons tous dit de se taire, mais il s'était déjà tourné vers nous. Il se retourna à nouveau et se dirigea vers la forêt. Nous pensions que ce serait la dernière fois que nous le verrions. Alors nous avons continué notre chemin tranquillement le long des voies, essayant de rejoindre le pont avant la tombée de la nuit. Pendant que nous marchions, j'ai entendu le son des feuilles écrasées et des brindilles qui se cassaient, comme si un animal ou quelqu'un marchait dessus. J'ai donc arrêté mes amis et leur ai dit de rester silencieux. Tous pouvaient entendre ces bruits. « Probablement un rongeur », dit mon ami. Il ramassa quelques pierres du fossé et les jeta fortement en direction des bruits. Nous avons entendu la première pierre tomber au sol, puis la deuxième, mais jamais la troisième. Je l'ai vu lancer la troisième pierre dans la forêt, et il était lanceur dans notre équipe de baseball, donc il avait de la force. Nous avons tous été surpris d'entendre un silence de mort après qu'il l'ait lancé, et à peine 15 secondes plus tard, j'ai vu la même pierre voler dans les airs en direction de nous. J'ai crié à mon ami de faire attention, et je me suis jeté sur lui pour le pousser hors de la trajectoire de la pierre. Je l'ai aidé à se relever rapidement et il est parti en courant dans la direction d'où venait la pierre. Je ne pouvais pas le laisser aller seul. Je ne voulais pas qu'il soit blessé ou pire. Nous nous sommes donc retrouvés tous les deux dans la forêt, affrontant l'inconnu, sans même penser que le pont n'était qu'à 50 pieds devant nous. En maintenant un rythme constant, courant côte à côte, nous nous sommes rapidement approchés du bord du pont, sans réaliser que nous approchions du bord d'une chute de 25 pieds vers le ruisseau. Plus nous nous approchions, plus nous nous rapprochions de la chute, sans ralentir. La prochaine chose que j'ai su, c'est que je tombais. Heureusement pour moi, j'ai atterri dans l'eau du ruisseau. Mon ami, cependant, n'a pas eu autant de chance.
Il est tombé et a atterri dans l'eau. Heureusement, l'eau du ruisseau était haute, et aucun de nous n'a subi de blessures graves, juste quelques contusions et égratignures. Laissant nos amis derrière nous, j'ai tenté frénétiquement de me relever et de revenir en arrière, mais mon ami est resté là, dans l'eau, regardant dans l'obscurité. Je ne savais pas ce qu'il regardait. J'ai essayé d'attirer son attention et j'ai fini par boiter vers lui. Mais une fois que je l'ai atteint, j'ai pu voir ce qu'il regardait. Il y avait une petite tente de camping avec une hache, un couteau ensanglanté et un chat mort à côté. Nous étions tous les deux horrifiés et savions que l'homme que nous avions vu vivait là. Ce n'était pas un bon signe, alors sans plus hésiter, nous avons couru vers les voies pour rejoindre nos petites amies. Nous n'avons pas perdu de temps à expliquer. Nous avons pris leurs mains et avons couru en arrière par le chemin par lequel nous étions venus. En approchant du champ, il devait être environ 8 heures du soir, presque trop sombre pour voir ce qui se trouvait devant nous. Nous avons utilisé les lampes de nos téléphones, mais mon téléphone était mort. Celui de mon ami ne fonctionnait pas parce qu'il était tombé dans l'eau et s'était cassé. Et nos deux amies avaient laissé les leurs à la maison parce qu'elles ne voulaient pas qu'ils se mouillent dans le ruisseau. Nous étions donc dans l'obscurité totale, essayant de fuir cet homme inconnu armé d'une hache qui brillait dans l'obscurité. Quelle chance nous avons eue! Nous étions à mi-chemin de la maison sans avoir vu l'homme que nous avions aperçu. Aucun de nous ne pouvait croire que quelqu'un vivait là-bas. Nous avons commencé à marcher en approchant du champ, car nous pouvions voir les lumières de la rue et ressentir un sentiment de sécurité. Mais en approchant du jardin de mon voisin, j'ai dû me retourner pour jeter un dernier coup d'œil, juste pour m'assurer que personne ne nous suivait. J'aurais préféré ne pas le faire, car au loin, j'ai vu le visage apparemment blanc d'un homme et le reflet d'une lanterne de camping sur une hache bien aiguisée. Je me suis rapidement retourné et n'ai rien dit à mes amis, espérant que l'homme n'avait pas remarqué que je le regardais. J'ai pris la main de ma petite amie et nous avons couru dans ma rue. Une fois chez moi, j'ai pris des vêtements, un chargeur et un couteau de poche et je suis parti avec mes amis pour rester chez ma petite amie de l'autre côté de la ville. Aucun de nous ne se sentait en sécurité à moins de 2 miles de là où nous avions vécu peut-être le moment le plus terrifiant de nos vies. Nous n'avons jamais retourné au pont depuis et je ne prévois pas d'y retourner. Je suis heureux que rien de grave ne nous soit arrivé et que nous soyons tous en vie jusqu'à ce jour. Mon ami et moi sommes toujours les meilleurs amis, mais ma petite amie et moi nous sommes séparés et elle a déménagé au Michigan. Pas à cause de ce qui s'est passé, bien que j'y pense toujours aujourd'hui. Que se serait-il passé si mon ami et moi nous étions cassés un os ou tordu une cheville en tombant? Aurions-nous pu nous échapper assez rapidement? Nous aurions pu être blessés ou même morts si nous n'avions pas eu autant de chance. J'espère que rien de tel ne se reproduira jamais. J'ai eu de la chance cette première fois, mais aurais-je la même chance 2 fois ou trouverais-je mon destin au bout d'une hache bien aiguisée? La légende du train de minuit. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai été consumé par une fascination indomptable pour le paranormal et le mystérieux. Mon grand-père, un homme sage et plein d'histoires, aimait me ravir avec des récits de créatures fantastiques et d'événements inexplicables qui habitaient dans les ombres du monde. Cependant, parmi toutes ces histoires, aucune n'a réussi à captiver mon imagination et nourrir ma curiosité comme la légende du mystérieux train de minuit. Selon les histoires transmises de génération en génération dans notre petit village, le train de minuit était bien plus qu'un simple train. On disait que cette locomotive énigmatique n'émergeait des brumes de la nuit que lors des pleines lunes d'octobre, et que ceux qui avaient le courage de monter à bord ne revenaient jamais pour raconter leur expérience. Dès le moment où j'ai entendu parler pour la première fois de ce mystérieux train, j'ai su qu'un jour je partirais en quête de la vérité cachée derrière sa légende. Finalement, cette année, j'ai décidé que le moment était venu de relever ce défi. J'ai convaincu mon ami de toujours, Carlos, de se joindre à moi dans cette audacieuse aventure. Ensemble, armés de courage et de détermination, nous nous sommes dirigés vers la gare abandonnée du village, un endroit qui avait été témoin d'innombrables histoires et secrets au fil des années. La nuit que nous avons choisie pour notre expédition était enveloppée d'une aura surnaturelle. Le vent soufflait avec force, emportant avec lui des murmures de temps oubliés, tandis que les ombres de la gare semblaient prendre vie à chaque rafale. Avec nos lampes de poche comme seuls alliés, nous nous sommes aventurés dans cet endroit où le temps semblait s'être arrêté et la réalité se brouillait. Nous avons attendu l'arrivée du train de minuit, essayant de maintenir notre morale avec des blagues et des rires, bien que l'atmosphère lourde de l'endroit étouffa toute tentative de légèreté.
Je sentais un mélange d'excitation et de nervosité palpiter dans ma poitrine, tandis que j'observais les ombres danser entre les vieux rails et les arbres nus qui entourèrent la gare. C'est alors, en plein milieu de ce silence presque surnaturel, que nous avons entendu un son lointain mais familier, le sifflement d'un train. Nos regards se sont croisés, remplis d'émerveillement et de crainte, tandis que le son devenait plus fort, annonçant l'arrivée de quelque chose qui se rapprochait depuis l'obscurité. Et ainsi, comme sorti d'un rêve, apparut le train de minuit, une ancienne locomotive avançant majestueusement sur les rails, son phare perçant le brouillard et son sifflet résonnant dans la nuit. Le train s'est arrêté devant nous, comme s'il avait attendu notre arrivée depuis des temps immémoriaux. Sans réfléchir deux fois, poussés par un mélange de peur et de curiosité, nous sommes montés à bord. L'intérieur du train était comme un portail vers une autre époque. Les sièges en velours rouge, les lampes à gaz éclairant faiblement le couloir et les rideaux flottant au murmure du vent nocturne. Nous avons avancé à travers les wagons, explorant chaque recoin à la recherche d'un signe de vie. Cependant, nous n'avons trouvé qu'un vide sépulcral qui semblait dévorer tout son. Le temps se diluait autour de nous, se fondant en une succession de moments suspendus dans l'éternité. Lorsque nous avons atteint le dernier wagon, le train s'est mis en marche, nous entraînant avec lui. Pris de panique, nous avons tenté d'ouvrir les portes, mais elles étaient scellées. Le paysage se transformait, fusionnant la réalité avec les ombres de la nuit. Après ce qui nous a semblé une éternité, le train s'est enfin arrêté, nous déposant dans une gare enveloppée de brouillard et de mystère. Un panneau rouillé indiquait un endroit inconnu, perdu dans le temps et l'oubli. Avec un dernier sifflement, le train de minuit a disparu dans l'obscurité, nous laissant seuls dans un monde étrange et inconnu. Suivant la lumière de la lune à la recherche de réponses, nous n'avons trouvé que plus de questions, plus d'énigmes à résoudre. Après des heures aérées dans cet endroit perdu dans le temps, nous avons finalement découvert un petit village dont les habitants nous regardaient avec étonnement et crainte. En écoutant notre histoire, ils nous ont avertis de ne jamais retourner dans le train si nous voulions conserver nos vies. Depuis ce jour, à chaque pleine lune d'octobre, Carlos et moi retournons à cette gare, dans l'espoir de percer les mystères qui l'entourent. Bien que le train de minuit n'ait jamais réapparu, nous savons que sa légende perdurera tant qu'il y aura des gens assez courageux pour défier l'inconnu. Et ainsi, entre les murmures du vent et les ombres allongées, nous poursuivons notre quête dans la nuit éternelle, avec la certitude que la vérité attend quelque part dans un recoin de l'obscurité, prête à être découverte par ceux qui ont le courage de la chercher.